Oui, mais alors, merci encore à tous pour votre présence à ce webinaire. On est ravis d'être avec vous pendant cette petite heure. On va parler de numérique responsable. Donc, moi, je suis Joséphine Lemoigne et je suis chargée de développement au sein de l'agence Lucie. Je représente l'agence aujourd'hui. Je vais vous parler notamment du label numérique responsable. J'aurai l'occasion de parler un peu plus de ce qu'on fait et de ce qu'on propose en fin de ce webinaire. Voilà. Merci Joséphine. Et pour ma part, Simon Guillot. Moi j'ai une carrière en tant que DSI externalisé, c'est-à-dire que dans une société de service, on est positionné chez des clients finaux, plutôt des moyennes entreprises me concernant, et donc une quinzaine d'années à venir faire de la DSI dans les structures. Et pour faire le lien avec le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, se posait systématiquement, déjà il y a une quinzaine d'années, hein, d'ailleurs, les sujets, comment inclure les aspects environnementaux et le croisement d'ailleurs avec la performance dans la DSI. Sujet qui est maintenant présent un peu partout, et sur lequel il y a besoin d'avancer concrètement. Et donc voilà, ça m'a amené à rejoindre aujourd'hui l'équipe de Fortify, qui a depuis 2 ans, qui a une BU complètement dédiée à l'aspect service informatique durable. C'est-à-dire qu'on fait des services IT tout à fait classiques, enfin, je vais dire modernes, dans le sens où il y a les aspects cloud, il y a les aspects backup, il y a les aspects service manager. Voilà. Et il y a un aspect durable dans ces pratiques-là qui va être de dire comment à chaque fois qu'on fait un projet, comment on fait quand on met en place une infrastructure, et bien pour avoir cette phase de mesure du projet, d'évaluation, et de faire des choix qui sont à la fois au croisement de la performance et au croisement euh, de l'impact environnemental. Donc voilà, me concernant, je propose de lancer le webinar en parlant des différents. Alors peut-être déjà, c'est rappeler la problématique, et de dire le sujet d'aujourd'hui, c'est de comment allier le numérique responsable et la performance. Pourquoi ce mélange un peu curieux, hein, on pourrait se dire. Le mélange curieux, c'est de dire on arrive à défendre ces projets-là aujourd'hui et à les inclure quand il y a de l'intérêt sur ces deux volets qui sont la performance d'un côté et le sens et le numérique responsable de l'autre. Et donc, c'est vous amener des réponses sur ces deux volets. C'est les points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, le sommaire qu'on vous propose, je passe rapidement dessus. Ce qu'on vous propose de faire pour commencer, c'est d'aborder les chiffres clés. Alors, à la fois, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement quand on parle de numérique responsable. À la fois, c'est indispensable parce qu'il y a tellement de contresens aujourd'hui sur qu'est-ce qui pèse lourd en termes d'impact environnemental, que c'est important d'y revenir et de les réexpliquer. En l'occurrence, 4 grandes métriques qui permettent de vraiment faire le tour du sujet numérique responsable. Le premier, c'est que l'impact du numérique, c'est 4% dans les gaz à effet de serre mondiaux. 4%, c'est à peu près l'équivalent de l'aviation civile. Ce qui veut dire que c'est considérable et que c'est plutôt en phase d'augmentation, hein. Je fais le lien avec le quatrième chiffre, qui est l'augmentation de l'impact. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont issus de l'ADEME, hein. L'ADEME et l'ARCEP font des très bons rapports depuis maintenant 3 ans, issus d'une mission du Sénat, qui nous permet, en France particulièrement, d'avoir une vision très claire de où se situent les gros ordres de grandeur et sur quoi c'est utile de travailler plutôt que nécessaire. Et donc voilà, sur l'aspect empreinte environnementale, c'est les fameux 4% aujourd'hui, 4%. Et sur la tendance, à 2050, c'est une augmentation de x3 de cet impact. Pourquoi? Je pense que tout le monde voit la tendance dans laquelle on s'engage aujourd'hui, qui est une tendance au métaverse, qui est une tendance à installer de l'IoT, et qui est depuis quelques années, depuis 2 ans, le fait de basculer sur de l'IA pour des usages, pour tous les usages. Et donc, grosso modo, l'augmentation et la multiplication des impacts sont tirés par ces 3 usages principaux.
Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut se les interdire séparément, c'est plutôt la question de se dire comment bien les utiliser. Deux autres métriques qui sont importantes de comprendre. La première, c'est qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Je pense que c'est plus simple de le dire comme ça. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd entre, d'un côté, les data centers qui sont réputés très consommateurs. On a tous une vision data centers de Google ou des grands GAFAM qui sont des grandes fermes à serveurs. Donc il faut comprendre que ces grandes fermes à serveurs, elles pèsent, mais aujourd'hui, elles ne représentent que 20 à 25% de l'empreinte environnementale du numérique, et que l'immense majorité de l'empreinte se situe plutôt dans les terminaux, c'est 80%, à cause de la fréquence de renouvellement, à cause du nombre de terminaux par personne, et à cause, d'un point de vue général, du nombre de terminaux employés. Et une dernière métrique qui permet vraiment de faire le tour, c'est la question de l'ordre de grandeur. Et donc, le bon exemple de ça, c'est de se dire que combien pèse un smartphone par rapport au nombre de mails qu'on envoie. Et donc, il faut une centaine de stockages de mails, une centaine d'années par mail, pour avoir l'équivalent de la production et de la durée de vie d'un smartphone. Et donc, cette métrique, elle est un peu centrale parce que aujourd'hui, quand on vient parler numérique responsable, on fait assez vite le raccourci en disant, bon, bah, OK, on va trier les mails ou on va ranger un peu les fichiers. C'est une première démarche, mais il faut savoir que ça pèse très peu lourd par rapport à le fait de ne pas renouveler un smartphone, par exemple, ou de ne pas renouveler un équipement. Donc voilà, ça vient dresser le portrait, et ça me permet de te laisser la main, Joséphine, sur la question de se dire, bon, voilà, le constat est assez clair, mais pourquoi aujourd'hui on ne se l'approprie pas davantage, et pourquoi aujourd'hui on ne passe pas davantage à l'action? C'est ça, en fait, en se disant que, étant donné les chiffres qui sont quand même très parlants, bah, pourquoi est-ce que toutes les structures, toutes les entreprises ne prennent pas en main ce sujet aujourd'hui? Donc là, je vais pouvoir vous laisser la parole, alors plutôt par écrit, donc n'hésitez pas à répondre à cette question peut-être dans la conversation, mais c'est intéressant aussi d'avoir vos retours. Peut-être que vous êtes présent à ce webinaire aujourd'hui, justement pour pouvoir trouver des moyens en fait de contourner certains freins. Est-ce que au sein de votre structure ou de peut-être vos expériences ou de choses que vous avez pu constater de part et d'autre, vous avez pu observer certaines réticences en fait qui bloquent le fait de prendre en main ces sujets Green IT au sein de vos structures. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours pour qu'on puisse aussi entendre voilà, de vive voix peut-être votre vision des sujets. Euh, de côté de l'agence Lucie, en tout cas, on peut avoir certains retours, notamment que ce soit pour les structures qui sont en cours de labellisation, qui sont intéressées par le sujet, qui ne savent pas forcément par où commencer. On se rend compte que déjà, je pense qu'il y a un problème sur la connaissance en fait sur le sujet. Les chiffres clés que Simon vient de nous présenter sont peut-être pas encore suffisamment diffusés. Quand on parle de numérique responsable, voilà, on n'a pas forcément les bons ordres de grandeur en tête, notamment. Donc je pense que le premier frein, ça peut être le manque de connaissances, le fait qu'on ne sache pas concrètement ce que ça représente. Le numérique, c'est aussi quelque chose d'invisible. Donc peut-être que voilà, Heu, ça nous paraît flou, ça nous paraît, enfin pas forcément prioritaire non plus, d'où le lien avec, justement le deuxième frein qu'on identifie, quand on est une entreprise, quand on est une organisation, on a peut-être plutôt tendance à se concentrer quand on veut, travailler sur son impact environnemental, à se consacrer sur des choses qui sont peut-être un peu plus, visibles directement. Je pense par exemple au tri des déchets, au fait d'éteindre la lumière et cetera. On ne pense pas forcément à nos équipements numériques ou à nos usages numériques comme des questions environnementales prioritaires, ce qui ne correspond pas forcément avec les chiffres, encore une fois, que vient présenter Simon, mais tout ça est lié aussi au fait qu'on n'a pas encore les connaissances suffisantes aujourd'hui sur ces différentes thématiques. Et puis après, comme toute démarche, en fait, on va dire, de responsabilité sociétale, les engagements à prendre pour avoir une démarche Green IT, ça peut paraître comme étant compliqué, comme étant lourd. Peut-être que c'est cher, peut-être que, en fait, ça demande justement des formations, peut-être que ça demande d'acheter des matériels, des équipements peut-être reconditionnés, mais ce qui est compliqué parce qu'il faut trouver un bon prestataire. Peut-être que voilà, ça demande du temps et des ressources qui ne sont pas forcément, encore une fois, vues comme une priorité. Et donc, on ne sait pas encore une fois comment, par où commencer quand on veut travailler là-dessus.
Donc, je vois que dans le chat, il y a aussi des réponses. On pourra revenir là-dessus ensuite. Mais Simon, peut-être que tu peux compléter aussi avec ton point de vue. Ouais, et d'ailleurs, ça va venir faire écho aux deux retours qu'on commence à avoir dans le chat. Mais donc, Nathalie parlait de la méconnaissance, qui est le premier sujet que tu évoquais, Joséphine. Je rentre un peu dans les échos qu'on a, nous, de la part des DSI. On en a deux principalement. La première, c'est beaucoup le sujet de la peur du changement. Euh, le sujet du coût, c'est un sujet qui revient, mais on peut assez facilement le démonter, le sujet du coût, parce que quand on fait des calculs de retour sur investissement, de ROI, on se rend compte que finalement, le coût du projet, plus le fait que peut-être les équipements sont moins chers, ou peut-être qu'on fait des optimisations, ça nous amène à des coûts qui sont à minima ISO, si ce n'est inférieur. Et donc le sujet du coût, on s'est assez bien travaillé dessus. Le sujet de l'accompagnement au changement et de la crainte du changement, ça c'est un vrai sujet qui revient fréquemment parce que la DSI, elle a peur qu'elle avait des procédures installées et donc elle a un peu peur qu'en les changeant, bah, ça amène de l'insatisfaction, ça amène de la perte de repères et ça amène quelque part de la friction, là où une DSI ou une conduite de changement, bah, c'est un effort assez important à fournir dans des environnements où ça m'amène un peu au deuxième sujet, mais dans des environnements où les DSI, elles sont déjà saturées de projets, elles sont en train de conduire leur transformation digitale, elles sont en train de conduire le dernier ERP à la mode, où on vient de leur dire qu'il fallait mettre en place l'IA. Et donc, bah, le sujet du numérique responsable, ça passe un peu à la trappe, là où quelque part, c'est pas des sujets qui sont en concurrence. Parce que justement, et ça commence à peut-être introduire un peu les solutions, est-ce qu'on verra plus loin, mais euh, c'est plutôt un cadre de pensée. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, le numérique responsable, c'est un cadre de pensée. Une fois qu'on l'a positionné, il n'est pas ni plus cher, ni plus, où il n'y a pas plus de friction. C'est juste une métrique de plus à inclure ou une méthodologie à suivre. Mm. Ouais, peut-être pour compléter et pour rebondir aussi sur les messages, en fait, enfin, pour synthétiser ce que tu viens de dire, c'est que ce qui est peut-être plus compliqué, c'est quand on doit faire une transition, en fait, parce que si c'est des sujets qu'on prend depuis le début, bah, ça paraît comme une évidence. Quand ça doit venir modifier, en fait, nos méthodes de travail, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et je vois que dans les commentaires, typiquement, David, vous avez dit que voilà, ça prend du temps, en fait. C'est une remise en question perpétuelle, donc ce qui peut voilà, impliquer aussi une période peut-être d'instabilité, le temps enfin, qu'on se réapproprie en fait ces manières de travailler. Euh, et donc, vous avez utilisé le mot perte de temps et risque de charge. Donc voilà, on voit que c'est des mots quand même assez négatifs, mais ce qui prouve le fait qu'il y a voilà, vraiment des freins aussi. Euh, c'est intéressant aussi ça comme retour, le fait que ce soit les clients qui ont du mal à voir l'importance de ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est assez bien traité, enfin, ce sujet de, d'image, j'y reviendrai assez vite derrière, mais le sujet d'image, c'est à la fois quelque chose qui n'est pas effectivement toujours bien compris et à la fois un excellent levier, et ça nous fait peut-être la transition un peu naturelle vers la suite, mais à la fois c'est un excellent levier pour arriver à emmener tout le monde, y compris les clients, parce que le fait de pouvoir communiquer sur une démarche ou quelque chose qui est mis en place, c'est un excellent levier pour à la fois inclure les gens en interne Mm. et les collaborateurs en externe, enfin les parties prenantes, comme on les appelle aujourd'hui, autour de cette démarche. C'est assez fédérateur, en fait. Et Ouais. vas-y, je t'en prie, José. Non, mais en fait, c'est assez fédérateur et surtout, enfin, le fait que ça peut être un frein, je pense que ça prouve aussi la nécessité de voir une démarche Green IT, une numérique responsable, comme une démarche vraiment globale et transverse qui va justement de fait impliquer tout le monde, enfin toutes les parties prenantes. Parce que là, on a parlé peut-être plus de freins internes, mais en effet, enfin, ça a un lien direct, un impact direct en fait sur vos clients, sur votre offre, sur votre écosystème au sens plus large, sur vos fournisseurs aussi, par exemple. Et donc, quand on prend en main ces sujets, bah, ça prouve que en fait, il faut travailler sur tous ces aspects-là d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc, ça nous permet de passer à la suite, qui est de se dire, euh, le sujet du sens, et ça c'est Fortify qui se positionne là-dessus, hein, c'est en tout cas la façon dont on milite sur le sujet du sens, on le fait pour des raisons de Green IT, on le fait pour des raisons de décarbonation, c'est pas un levier suffisant pour entraîner le changement. Nous, on se refuse d'utiliser uniquement ce sujet-là comme étant suffisant comme initialisation du changement. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise, nous,
plutôt des co-bénéfices au numérique responsable, alors que on est société à mission, on est labellisé, donc le sujet du sens est important pour nous. Mais c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant dans nos offres commerciales, c'est pas quelque chose qu'on mettra en avant dans un premier temps. Le sujet du numérique responsable, on le mettra plutôt comme étant un sujet soit différenciant, soit ayant des co-bénéfices, et ça m'amène assez naturellement au fait de dire et de vous conseiller à tous de ne pas chercher le Green IT pour le Green IT ou le numérique responsable comme étant une fin, mais plutôt comme étant un moyen d'atteindre d'autres objectifs. Et donc, je vous évoque les 4 co-bénéfices qu'on peut trouver habituellement dans ces situations-là. Et alors, ça peut sembler comme étant des co-bénéfices auxquels tout le monde a pensé, mais on y a tous pensé parce que c'est ceci, hein, les bons leviers pour arriver à actionner le changement. Donc, je vous donne un exemple à chaque fois et on passera vraiment ensuite sur des exemples qui sont concrets, opérationnels, pour vous puissiez repartir avec des exemples qui sont actionnables. Mais sur ces 4 co-bénéfices que je vous présente, celui de l'économie, c'est le plus simple, le plus évident et celui qui peut-être qui fait le plus écho dans la situation économique qui est celle de cette année en 2024, et plutôt des budgets au niveau de l'IT qui sont soit à ISO, soit même en réduction. Un excellent levier pour utiliser le numérique responsable pour aller chercher de l'économie. Et il y en a des gisements d'économie. On y reviendra un peu plus loin. Il y a celui de la performance, et donc là, je vais plutôt parler des aspects d'application, mais qui sont de dire que si on fait un travail sur les développements, les applications, l'éco-conception des applications, on peut aller assez facilement chercher de l'amélioration de performance, soit au niveau vraiment de l'application d'outils, soit carrément au niveau de l'organisation et du service de la DSI, hein, qui est de se dire comment peut-être remettre au milieu du village les rôles de la DSI, son intérêt, son marketing, et on y reviendra un peu après. Il y a un aspect qui est le sujet de l'image, qui est vraiment pas à négliger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses d'un point de vue environnemental et qui attendent parce que pas le goût, pas l'habitude de communiquer, pas forcément les bonnes métriques et donc un peu la peur de se lancer. Nous, on milite pour que, à chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque petite chose doit être mis en avant. Le greenwashing fonctionne à profusion, donc c'est trop dommage de ne pas utiliser ce levier-là, qui est celui de l'image et de la communication, lorsqu'on met en place des actions. Donc il faut l'utiliser à fond, ce levier-là. Et ça fait partie presque d'une démarche mécanique à mettre en place de telle façon à pouvoir communiquer et valoriser ce qu'on a fait. Et donc, dans ce sujet d'image, j'aborde aussi l'aspect réglementaire, qui est de se dire que la CSRD est arrivée cette année, la taxonomie est en train d'arriver au niveau des grandes entreprises, et donc c'est un très bon levier aujourd'hui pour accéder à de nouveaux marchés, soit public par exemple, soit celui de la moyenne entreprise ou de l'ETI. Qui est celle d'avoir déjà soit un label, soit une démarche qui permet finalement de répondre à nouveaux marchés. Et un dernier levier que je vous propose, qui est celui de la structuration. Et pareil, je donnerai des exemples un peu plus loin, mais le fait de pouvoir structurer son service, sa DSI, autour d'un label et d'une démarche, c'est aussi quelque chose qui est un bon levier. Donc, mon propos sur cette slide, c'est d'aller chercher les co-bénéfices et pas faire uniquement un projet numérique responsable pour le sujet numérique responsable, mais le faire pour toutes ces raisons-là. Parce que ça, c'est des raisons qui sont entendables, c'est des raisons qu'on peut soumettre à un COMEX, c'est des raisons qui apportent des bénéfices concrets. Je vous propose 4 grands exemples. Ces 4 grands exemples, c'est pour vous donner des exemples concrets de ce qu'on constate ou ce qu'on met en place dans les entreprises qui vont délivrer un de ces bénéfices qu'on vient de citer. Le sujet le plus évident, c'est celui de l'optimisation du cloud. Pourquoi? Parce que donc, il y a 20 ans, on avait tous des infrastructures qui étaient locales, donc quelque part, il y avait un phénomène qui était
l'équipe informatique achetait cher, on amortissait, et puis bon, bah voilà, on surdimensionnait les infrastructures, et donc il y avait ce côté, ben, on ne sait pas vraiment ce que ça nous coûte en refroidissement, en investissement, parce que de toute façon, c'est amorti. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé avec l'avènement du cloud, et il y a quelque chose de formidable, c'est qu'on paye mensuellement les ressources que l'on utilise à l'usage. Donc le sujet du cloud, c'est un excellent moyen de venir mettre en relation trois choses. C'est le sujet de la performance, enfin celui de l'utilisation des ressources plutôt, avec celui de la facture et celui de la réduction de l'empreinte environnementale. Pourquoi? Parce que en fait, si on travaille sur un des trois axes sur lequel on va rentrer un peu dans le détail, mais on va arriver à corréler à la fois si on réduit la puissance des serveurs, à la fois si on réduit le nombre de serveurs et à la fois si on fait des optimisations en termes de fonctionnement, eh bien ça va réduire trois choses. Les ressources utilisées sur sa plateforme de cloud ou d'hébergement, euh, la facture de façon quasiment mécanique, et à la fois ça va donc baisser l'empreinte environnementale. Et donc ça, c'est pas des chiffres qu'on vous sort juste comme ça, c'est des chiffres qu'on constate soit nous quand on fait des projets, soit en regardant les factures, Google, Amazon, OVH, prestataires cloud divers et variés, soit le travail que font des partenaires qu'on peut avoir, qui sont des gens comme Soft, qui font ce type de mesures sur des grosses organisations. Et donc pour rentrer dans le détail de ces sujets-là, on sait qu'à minima, on peut aller chercher 10% de réduction. Ces 10%, c'est quoi? C'est les serveurs qui sont encore allumés parce que c'est des serveurs de test. C'est les serveurs de développement qu'on utilise une fois par mois au moment de développer la solution et qu'on laisse allumer tout le temps. C'est cette fameuse application AS400 qui est toujours allumée parce qu'on veut récupérer les archives et on en a encore besoin au cas où, et on accède une fois tous les 6 mois. Et donc, c'est de terminer ces projets-là, qui sont souvent un peu au milieu du gué, et sur lequel on continue de payer à la fois en termes informatiques, à la fois en termes financiers, et à la fois en termes environnementaux, qu'on continue de payer, en fait. Et ça se corrèle très bien, ces trois sujets-là. Bon, voilà. Après, on peut aller chercher des choses qui sont très techniques, qui sont juste pour se donner un petit peu de suite dans les idées, mais qui sont la suite de ça, c'est de passer sur de la conteneurisation, de l'orchestration, qui sont de l'informatique un peu plus moderne, qui permettent de ne plus avoir des gros serveurs monolithiques, type on a un annuaire Active Directory, et ben, il en faut un deuxième, et donc ça occupe X gigas et X RAM. On utilise juste un service hébergé d'annuaire, et donc ça coûte et ça pèse 20 fois moins lourd. C'est pour se donner un peu du plus facile, qui est le 1, au plus dur, des choses qu'on peut mettre en place pour, d'un point de vue technique, réduire l'empreinte environnementale du cloud. Donc c'est un grand nom, hein. Ça s'appelle le GreenOps ou la FinOps, le fait de mettre en place ça, mais ça peut se faire par n'importe qui, pour peu qu'on veuille bien éteindre les machines qui sont plus utilisées. Un deuxième exemple, pareil, très direct, qui est celui de l'allongement de durée de vie du parc IT, qui est un peu notre Madeleine de Proust chez Fortify, parce que c'est très direct aussi, hein, et c'est visible par les utilisateurs, et donc ça permet d'aller sur les sujets de l'image, ça permet d'aller sur les sujets de communication. Donc, on parle beaucoup, nous, de matériel et d'allongement de durée de vie du parc, parce que c'est assez fédérateur, en fait. Bon, pareil, si on sait faire une bonne règle de 3, on se rend compte que si on achète un équipement tous les 3 ans, qui sont encore aujourd'hui les moyennes qu'on constate, ça va plutôt vers les 4 ans, hein. Ça s'améliore progressivement, mais voilà, historiquement, les équipements sont remplacés entre 3 et 4 ans en France dans les entreprises, PC, smartphone. Si on sait faire une bonne règle de 3, on se rend compte que si on source les bons équipements, on est en mesure de doubler, voire tripler leur durée de vie. Donc voilà, on remplace l'achat de 3 fois 1000 euros ou 800 euros d'équipement PC par 1000 euros d'achat initial, donc peut-être plus cher, et puis au milieu une rénovation, 500 euros, admettons, hein. C'est vraiment histoire de donner un exemple sur la règle de 3. Mais on se rend compte que si on l'amortit sur une durée de vie qui est plus longue, qui est entre 6 et 9 ans, eh bien, on a divisé environ par 30% la facture. Et donc, le co-bénéfice, il est assez mécanique, hein. On parlait de comment on fait pour aller réduire un peu le budget informatique du service informatique. Ben,
En l'occurrence, on investit sur des équipements qui sont soit reconditionnés, soit réparables, et on se retrouve à une gestion, tout à fait naturelle du budget informatique. Donc voilà, hein, ça c'est un exemple très direct, c'est celui du reconditionné ou celui du neuf qui est réparable. Il y en a un troisième, on faisait un webinaire la semaine dernière avec Digital League, et donc il y a un des participants qui disait, bon, il y en a un qui pique un peu plus, je pense que c'est le terme piquer est un bon terme, parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire en termes de changement, avec une résistance au changement qui est assez faible, comme bon, voilà, le fait de passer sur du reconditionné, si on identifie le bon usage, c'est quelque chose qui est assez évident. Voilà, on le fait pour les 10 personnes qui ont tel usage, on le met en place, on le teste, ça fonctionne bien. Il y a des choses qui sont de l'ordre un peu plus structurel et du changement des pratiques qui sont comme on fait pour introduire du Bring Your Own Device, c'est-à-dire que, allez, on ne fournit plus de téléphone, on propose aux collaborateurs de mettre à dispo de l'entreprise leur téléphone à eux, pour peu que ça respecte telle charte, et au lieu de payer 35 € par mois de forfait et l'investissement du téléphone, eh ben, on reverse X euros euh, pour, faire en termes de compensation. Et donc là, bah, quelque part, on n'a plus deux équipements, un smartphone perso, un smartphone pro, il n'y en a plus qu'un seul. Donc bien sûr, il faut avoir géré la sécurité, il faut y avoir pensé un petit peu d'un point de vue RH, mais c'est des choses qui sont possibles. Bon, le sujet des écrans, le sujet du retour vidéoprojecteur, le fait d'avoir des quotas, voilà, ce sont 4 exemples de qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur l'allongement de la durée de vie du parc. Du plus facile qui pourrait être le reconditionner, au plus dur qui sont le travail sur les pratiques. Deux autres exemples, donc là, voilà, je vous ai proposé deux exemples directs qui étaient le sujet cloud et le sujet parc, qui sont assez faciles. On peut assez directement corréler le gain financier ou le gain en termes de performance avec celui des avantages environnementaux. Deux exemples un peu plus indirects, mais qui serait dommage de ne pas évoquer, parce que ça permet finalement d'avancer également sur les autres, qui sont bah, pour les entreprises qui font du développement, et ça devient de plus en plus fréquent, hein, d'avoir pour X ou Y raison recours à soit des plateformes, soit du no-code, soit un peu de développement d'une solution en interne, parce qu'on a besoin d'avoir un peu du sur-mesure de plus en plus aujourd'hui. De se poser la question de comment les éco-concevoir. Et donc là, il y a voilà, il y a des méthodologies complètes qui existent, mais il y a deux grandes recommandations qu'on peut faire, qui sont de penser aux fonctionnalités d'abord, c'est-à-dire, enfin, l'exemple archétype de ça, c'est de prendre Google, qui est de se dire qu'aujourd'hui, Google, c'est juste une page blanche avec des résultats de recherche. Et ça, depuis 15 ans, il ne faut quand même pas l'oublier, là où bah, d'autres vont faire le choix de mettre des images, des animations, etc. C'est possible d'avoir le business le plus rentable du monde, qui est le choix qu'a fait Google, avec des pages qui sont naturellement éco-conçues. Pourquoi ils font ça? Pour principalement des raisons de rapidité, de coût serveur, de réduction des ressources nécessaires pour faire fonctionner le moteur de recherche. C'est pas... Mais là où je veux en venir, c'est de se dire, l'analogie avec Google est intéressante parce qu'il y a un bouton qui est celui de rechercher sur la page de recherche Google. Il y a des interfaces qui sont hyper simples et hyper lisibles, et ça ne les empêche pas d'être aujourd'hui les leaders dans la recherche. Et donc, ça permet de démontrer que le fait de travailler sur les fonctionnalités utiles et des interfaces qui sont sobres, c'est pas du tout un frein pour développer son activité. Le deuxième point qu'on voit souvent quand on parle de l'éco-conception des solutions, c'est pas tellement le bénéfice que ça va générer parce que ça n'utilise pas tellement de serveurs juste pour sa petite application, c'est plus le bénéfice que ça va avoir parce que si l'application est sobre, ça nécessitera moins de terminaux, ça nécessitera de renouveler moins souvent les téléphones, ça permettra aux utilisateurs peut-être d'accéder sur des navigateurs soit plus anciens, soit sur des... Et donc finalement d'avoir une base d'utilisateurs qui est peut-être soit plus large, soit sur lequel l'application fonctionnera plus vite. Et donc là-dessus, il n'y a pas de bénéfice, on va dire, direct, où on gagne de l'argent, où on a une réputation améliorée, mais il y a peut-être, par contre, le bénéfice de réduction de coûts de maintenance tout de même, et puis celui d'être conforme à la réglementation.
Bon, voilà, je vous donne 2 noms de réglementation qui sont notamment pour les moyennes et grosses entreprises de plus en plus évaluées, qui sont la réglementation d'éco-conception et la réglementation d'accessibilité. Et puis pour finir, un dernier exemple qui est celui de la structuration. Alors, dans les années 90 et 2000, enfin même 80, 90, 2000, on parlait beaucoup d'ITIL dans les DSI, qui était un framework, qui est un framework très pertinent quand il s'agit de travailler sur la structuration des services. Et donc ça permet à la DSI finalement d'avoir de la méthode, etc. Et donc c'est très utile pour améliorer les services. Aujourd'hui, on se rend compte que toujours dans cette idée de structuration, des labels numériques responsables, ça permet de travailler sur d'autres axes qui sont un peu dans l'angle mort d'autres frameworks, qui sont peut-être pourquoi on fait ça? C'est-à-dire pourquoi on travaille, enfin, à quoi sert la DSI? Comment faire le marketing? Que la DSI, c'est pas uniquement un centre de service, mais c'est peut-être aussi de l'apporteur de solutions, c'est peut-être contributeur au business, c'est peut-être contributeur à l'image de l'entreprise et de la société. Et donc, c'est pas juste euh, une boîte à résoudre des incidents et à apporter des problèmes. Et donc, le fait de ne pas uniquement travailler sur des frameworks qui vont être de l'ordre de comment on rend le meilleur service, mais aussi de travailler sur des choses qui vont être de dire à quoi sert la DSI et comment elle peut euh, amener des solutions dans le business, dans l'image, dans le marketing. C'est aussi amener une perspective différente et un intérêt différent au DSI. Enfin, nous, c'est un axe qu'on pousse beaucoup parce que ça permet aussi légèrement de repositionner la DSI sur un aspect communication qui est assez bénéfique pour son image. Bon, voilà, je pourrais élaborer pendant longtemps, mais je pense que ça amène assez naturellement, Joséphine, la question du label. Et enfin, nous, on a beaucoup utilisé le label comme étant finalement cette colonne vertébrale de structuration parce que il est bien reconnu, parce que il est demandé. Et donc, ça a été un peu, nous, notre levier pour mettre en place cette structuration de la DSI. Oui, merci beaucoup Simon pour cette transition et pour ces informations super intéressantes. Déjà, peut-être dans un premier temps, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en 2 mots, l'agence Souci, qu'est-ce que c'est? En fait, nous, on est une entreprise privée, on propose différentes solutions pour essayer de proposer des outils et des méthodologies pour inciter un maximum d'organisations, donc d'entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute forme juridique aussi, parce que des entreprises, mais aussi des associations ou des collectivités, par exemple, pour comprendre comment prendre en main les thématiques du développement durable et les intégrer à leur fonctionnement et essayer de progresser sur ces sujets de RSE et d'agir aussi pour la transition écologique pour tous les sujets qu'on a présentés. Donc pour ça, on a 3 principaux outils. On a une centre de formation qui propose plus d'une 50aine de formations différentes sur tout sujet. Il y a aussi bien des thématiques sur la RSE, le développement durable au sens large, que des sujets sur la communication responsable, les achats responsables, la question environnementale. Et on a aussi des formations sur le numérique responsable notamment. Donc pareil, sur différents aspects. Donc ça peut être un premier outil pour combler peut-être aussi le frein qu'on a pu mentionner au début. On ne sait pas forcément exactement de quoi on parle, donc ça peut être un premier moyen d'en apprendre plus, aussi bien sur des questions d'achat d'équipement que sur des questions d'ACV, d'éco-conception, etc. Donc, centre de formation, Lucie. On est aussi en charge de la communauté Lucie, qui regroupe toutes les structures qui sont engagées à nos côtés. Donc j'y reviendrai ensuite, mais ça fait partie de nos missions, vraiment d'animer cette communauté. L'idée, c'est de pouvoir créer un écosystème en fait d'organisations qui partagent les mêmes valeurs, et qui proposent qui veulent avancer dans le même sens, dans la même direction. Et donc l'idée, c'est de créer un maximum de relations, de synergie aussi entre les membres de la communauté. Et pour faire partie de cette communauté Lucie, il faut s'engager sur un de nos labels. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, la gestion de labels. On est une agence de labellisation avec des labels aussi bien RSE, d'un point de vue historique, le label Lucie, que le label numérique responsable, duquel je vais parler aujourd'hui. Donc ce label numérique responsable, il s'appuie sur le référentiel numérique responsable, qui est un référentiel qui a été créé notamment par l'Institut du numérique responsable, mais aussi par l'ADEME et par France IT,
pour ne citer que. Encore une fois, on va vous transmettre cette présentation par mail à la fin de ce webinaire. Donc là, vous avez un lien vers la synthèse du référentiel. Vous pouvez le regarder sur le site internet. Mais concrètement, ce référentiel numérique responsable, en fait, sa volonté, depuis sa création, il y a à peu près maintenant 5-6 ans, c'était de pouvoir cadrer, structurer une démarche de responsabilité, mais en faisant un focus sur les aspects numériques. Donc, ce référentiel se construit en 4 axes principaux. Dans un premier temps, on va s'intéresser à tout ce qui concerne la gouvernance de la structure. Comme l'a dit Simon, en fait, quand ça part de la direction, quand on a toujours fonctionné comme ça paraît plus évident, ça paraît plus facile de prendre en main ces sujets. Et donc, c'est vraiment le premier point sur lequel travailler pour développer sa stratégie Green IT. S'assurer que la direction de la structure soit bien impliquée sur ces sujets de numérique responsable et que la stratégie soit bien formalisée en fonction de ça. Dans un second temps, on va pouvoir venir regarder tout ce qui est mis en place ensuite pour porter cette stratégie, pour porter cette vision. Donc, on va revenir sur toutes les implications internes en fait d'une telle stratégie. Dans un troisième temps, on va regarder comment est-ce que ça implique le cycle de vie des services numériques. Donc là, on va plus être sur le cœur du sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une démarche numérique responsable? Et puis, dans un quatrième temps, comme on l'a mentionné aussi, on est sur une démarche de responsabilité sociétale. Donc, ça reste une démarche globale à 360 degrés. Et ce quatrième axe va être dédié à l'implication justement des parties prenantes. Comment est-ce qu'on arrive ensuite à diffuser cette démarche à nos fournisseurs, à nos partenaires, à nos clients, à notre écosystème, en fait, pour pouvoir vraiment créer pour avoir des répercussions, en fait, tout au long de sa chaîne de valeur sur ces aspects Green IT. Alors, c'est pas très visible ici peut-être, mais en fait, pour essayer de rendre tout ça un peu plus concret, un peu plus accessible, on a ensuite divisé chacune de ces grandes thématiques, chacun de ces grands axes, en ce qu'on appelle, nous, des PA, des principes d'action. Sur la stratégie de la gouvernance, on va notamment venir regarder comment est-ce que la stratégie est formalisée concrètement. Sur le soutien à la stratégie numérique responsable, on va s'intéresser aussi bien à la sensibilisation, à la montée en compétence des collaborateurs en interne, quelle est la communication qui est faite sur ces sujets, que des questions aussi sur l'accessibilité numérique. Encore une fois, en fait, la volonté de ce référentiel numérique responsable, c'était un peu de faire un copier-coller, on va dire, d'un référentiel RSE, un peu plus global, mais en venant faire un focus sur les aspects numériques. Et donc, l'accessibilité numérique fait vraiment partie de ces sujets aussi à prendre en compte pour avoir, encore une fois, une démarche globale, cohérente, transverse et qui implique tous les collaborateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi bien des sujets en lien avec la sensibilisation que des thématiques, par exemple, sur l'accessibilité numérique. En termes de cycle de vie des services numériques, on essaie vraiment d'être sur une démarche à 360 degrés. C'est pour ça qu'on va regarder tout le cycle de vie, aussi bien dès la phase d'achat, en fait, quelle est la politique d'achat des équipements numériques qui est mise en place. Qu'est-ce qui est mis en place aussi en termes d'action pour allonger au maximum la durée de vie de ces équipements? Comme l'a dit Simon au tout début de ce webinaire, la gestion des infrastructures, des équipements, c'est vraiment quelque chose qui est clé dans une démarche numérique responsable. Donc, on va faire un focus là-dessus, mais également sur tout ce qui sera gestion des logiciels, gestion des outils. En fait, est-ce qu'il y a des questionnements en interne sur l'usage de tel outil, tel outil? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utilisé? Est-ce que c'est des outils qui sont les plus efficaces, les plus pertinents possibles pour répondre à telle thématique, ce qui évite peut-être aussi la multiplication des différents outils et finalement on s'y perd et c'est pas forcément très efficace. Il y aura aussi un questionnement sur les infrastructures, toujours pour être sur une démarche globale, et puis également sur la gestion des données, puisque c'est aussi des questions réglementaires, donc on va regarder tout ce qui concerne le RGPD. Pour répondre aussi au point que Simon a mentionné, la réglementation, ça fait partie des raisons pour lesquelles s'intéresser au numérique responsable, c'est important, voire nécessaire aujourd'hui. Et donc évidemment, le RGPD fait partie de ce référentiel-là. Et puis, comme je vous le disais, ensuite, on va venir regarder le déploiement de la démarche, comment est-ce qu'on arrive à créer des partenariats, à créer en fait un écosystème autour de ces sujets-là. Pour pouvoir faire un focus aussi sur les cœurs d'activité peut-être de vos structures, de vos organisations.
On a pu créer des référentiels sectoriels, donc on a notamment 2 qui concernent en fait un cinquième, enfin qui se traduisent concrètement par un cinquième axe. Donc dans tous les cas, ces 4 axes génériques vont concerner toutes les structures qui s'engagent sur ce référentiel numérique responsable. Mais dans le cadre des ESN, notamment, on va avoir un cinquième axe sur les services et les produits proposés directement par votre entreprise. Est-ce que ce que vous vendez à vos clients, ça correspond aussi à des critères numériques responsables? Et dans le cadre des collectivités, on va venir s'intéresser aux leviers externes sur le territoire, en se disant qu'en tant que collectivité, vous avez aussi un impact important en fait sur votre zone géographique. Et donc, c'est important de pouvoir identifier les leviers que vous pouvez actionner, par exemple au niveau des écoles, au niveau peut-être des associations, peut-être des subventions que vous êtes amené à allouer. Vous avez aussi une responsabilité sur ces sujets de numérique responsable, un travail de sensibilisation et d'information à réaliser. Donc, c'est aussi des choses qu'on va regarder sur ce référentiel numérique responsable. Ce qui est intéressant, c'est que le label va proposer une méthodologie et un cadre pour comprendre comment prendre en main en fait toutes ces thématiques et tous ces sujets qui peuvent peut-être vous paraître un peu barbares ou peut-être que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc justement, l'idée, ça va être de pouvoir, avec le label, proposer un moyen de comprendre par où commencer, de comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur tous ces sujets pour comprendre ensuite comment aller plus loin. Donc, c'est un label qui se décline en 2 niveaux. On a un niveau 1 qui est un petit peu plus accessible, un peu plus léger, qui peut être un premier pas par rapport au niveau 2 qui lui est un petit peu plus exigeant. C'est un label qui a donc à peu près 6 ans aujourd'hui. Il y a aujourd'hui plus de 250 structures qui sont engagées dans la démarche et c'est vraiment une démarche qui concerne tout type d'organisation. En fait, en se disant qu'à partir du moment où on travaille sur un ordinateur, on a des questions à se poser sur sa démarche numérique responsable. Donc là, vous avez quelques exemples de structures qui se sont engagées sur le label. On a aussi bien des collectivités comme la région Bretagne ou la région Occitanie, que des associations, que des entreprises de différentes tailles et différents secteurs d'activité. Le niveau 1, comme je vous le disais, c'est plutôt un label de premier pas, donc ça va être plutôt un travail de sensibilisation qui sera à réaliser dans un premier temps avec le MOOC de l'INR à suivre et un score qui sera atteint lors de l'audit de 300 points sur 1000. Donc c'est vraiment une démarche accessible entre guillemets. Ah pardon, il y a du bruit. Déjà ma collègue qui parle à côté de moi, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, voilà, donc c'est Ça va, on t'entend, Joséphine. OK, Il y a juste super. un peu de bruit de fond, c'est pas grave. Désolée. Mais donc voilà, le label de niveau 1, c'est vraiment une démarche de premier pas. On ne vous demande pas d'être irréprochable du jour au lendemain sur tous les sujets. On ne demande pas d'avoir 1000 points sur 1000 points lors de l'audit. Mais l'idée, c'est d'avoir un premier point de départ, une première photographie pour comprendre encore une fois comment avancer. Donc, je ne vais pas forcément m'éterniser sur le processus de labellisation, mais donc il y a un premier travail de sensibilisation qui est à faire et ensuite une auto-évaluation. Et c'est notamment cette démarche-là qui est vraiment pertinente pour structurer, encore une fois, comme l'a mentionné Simon aussi à plusieurs reprises, pour structurer en profondeur sa démarche pour pouvoir se positionner aujourd'hui sur toutes les thématiques du référentiel. En fait, l'idée, ça va être de venir regarder thématiques, ce qui existe déjà au sein de votre structure, aussi bien en termes de processus formalisés, de documentation, qu'en termes de moyens mis en place. Donc typiquement, ça peut être vu comme des freins, mais du coup, l'idée, ça va être de lister tout ce qu'il y a à mettre en place, en fait, pour répondre à tel sujet. Est-ce qu'il y a du budget à débloquer? Est-ce qu'il y a des référents peut-être à identifier pour répondre à tel ou tel sujet? Et enfin, en termes de résultats visibles obtenus, concrètement, qu'est-ce que vous faites déjà aujourd'hui sur cette thématique? Ce qui va permettre aussi de centraliser les informations et de vous faciliter le travail de valorisation, parce que si vous faites des choses, le but, c'est aussi de pouvoir les montrer et de pouvoir les expliquer, que ce soit à vos clients ou à votre écosystème, à vos collaborateurs aussi qui font les efforts en interne. L'audit sur le niveau 1, justement, c'est un audit qui est encore une fois relativement léger, où en fait l'évaluateur va venir regarder ces 3 critères, donc documentation, moyens et résultats, sur toutes les thématiques du référentiel pour vous attribuer donc un score sur 1000 points. Et l'idée, ça va être de pouvoir s'appuyer sur ce score, sur les recommandations de l'auditeur, pour ensuite rédiger un plan d'action. Donc c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Quand on parle de numérique responsable, de responsabilité sociétale, c'est pas des cases à cocher, c'est pas, le but, c'est pas d'être responsable ou ne pas être responsable, c'est vraiment
une démarche d'amélioration continue, un parcours de progrès. On peut toujours faire mieux, on peut toujours essayer d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est de pouvoir comprendre comment le faire. Et en plus d'avoir donc ce label aussi, in fine, à la fin du processus de labellisation, qui est un bon moyen aussi de communication pour pouvoir valoriser tout ça. Le niveau 2 est un processus qui est un petit peu plus exigeant, un peu plus poussé, plus structurant aussi. Si vous êtes déjà assez à l'aise ou si vous voulez vous challenger un peu plus, le label de niveau 2 peut être intéressant, toujours pour avoir ce cadre qui vous permet de comprendre comment aller encore plus loin, avec le score minimum qui du coup est un petit peu plus élevé. On retrouve plus ou moins le même processus de labellisation, simplement, voilà, il y a notamment un comité de labellisation en plus, c'est un processus qui s'étale sur un peu plus longtemps. On va chercher un peu plus de détails aussi sur l'auto-évaluation et lors de l'audit. Mais encore une fois, c'est la même logique. L'idée de comprendre où est-ce qu'on en est pour comprendre comment aller encore plus loin. Et ce qui est intéressant avec ces démarches, c'est que ça permet vraiment de se lancer, quel que soit son niveau de départ. En fait, si vous avez l'impression que vous avez déjà plein de choses, mais que du coup, vous stagnez un petit peu et que vous souhaitez comprendre comment aller encore plus loin, ou si vraiment vous ne savez pas du tout par où commencer, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, vous pouvez positionner sur un de ces deux niveaux. En se disant que voilà, l'important, c'est de se lancer. Il ne faut pas que ce soit vu comme un blocage supplémentaire, mais vraiment comme un outil de structuration, encore une fois, pour comprendre comment aller encore plus loin. Le fait de vous engager sur un de ces labels, donc quel que soit le label, ça vous permet de rejoindre la communauté Lucie. Comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment partie de nos activités aussi à l'agence Lucie, d'un de nos métiers. On est animateur de communauté sur tous les labels confondus qu'on gère, donc soit les labels RSE, les labels Lucie, que le label numérique responsable. Ça représente aujourd'hui plus de 1300 organisations. Et c'est vraiment une communauté qu'on anime et qu'on fait vivre avec des événements, des ateliers, des moments de rencontre, en fait, de partage de bonnes pratiques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un écosystème comme ça, encore une fois, de structures sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour avoir des retours d'expérience, pour avoir des outils, pour avoir voilà, des pistes, des sources d'inspiration. Parce que parmi ces 1300 structures, il y a forcément des organisations qui vous ressemblent et qui ont peut-être mis en place des choses qui peuvent aussi vous correspondre ou vice-versa. Vous avez aussi sûrement des choses à apprendre à d'autres membres de la communauté Lucie. Donc, c'est vraiment le lieu pour échanger sur toutes ces thématiques-là. Le fait de partir de cette communauté, de s'engager sur un label, comme le label numérique responsable, ça prouve aussi, enfin, ça donne des arguments en fait supplémentaires qui prouvent que ça vaut la peine de s'engager là-dessus. Je pense notamment à IDIA, qui est une ESN, qui est la première ESN à avoir été labellisée numérique responsable. Et ce label leur a vraiment permis de développer en fait leur offre de conseils sur des sujets en numérique responsable. Donc en fait, ils ont pu changer de métier grâce à cette démarche NR. Ça leur a vraiment permis de se structurer en interne, de justement accompagner ce changement. Comme on l'a dit au début, le fait de lancer une démarche Green IT, ça implique des changements. Il faut faire une conduite au changement et le fait de passer par le label, ça permet d'avoir la structure et le cadre pour faciliter aussi ce travail de transition en fait qui est réalisé. Et donc aujourd'hui, ISIA est aussi bien labellisé numérique responsable que labellisé Lucie, ce qui permet aussi d'avoir la vision RSE un petit peu plus globale. Et ils accompagnent maintenant d'autres structures vers le label. Donc ça leur a vraiment permis de développer un nouveau business model. C'est une structure qui est assez inspirante en fait sur tous ces sujets-là. Ils font aussi des webinaires réguliers sur ces sujets numériques responsables. Mais dans le cadre de la communauté, voilà, c'est aussi l'occasion d'animer ce propre webinaire, puisque Fortify fait partie de la communauté et labellisé numérique responsable. Donc, Simon, je te laisse peut-être aussi prendre la parole pour faire ton petit retour d'expérience sur tout ça. Ouais, tu l'as bien détaillé, mais je suis d'accord. Je ne ferais pas de la publicité du label numérique responsable si ça nous avait pas permis effectivement de nous structurer. Et il y a toujours ce côté de se dire, quand on fait un label, on veut en retirer un bénéfice. Je reviens sur mes co-bénéfices de tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment nous une force qui est de dire à chaque fois qu'on fait quelque chose, on veut en retirer un bénéfice parce que sinon on n'embraye pas le changement. Et en l'occurrence, le label NR, il est bien reconnu. Il est en train, au niveau des appels d'offres, y compris publics, de devenir le standard d'évaluation. Nous, on reçoit toute une partie sur toutes nos activités chez Fortify, mais d'appels d'offres sur lequel il y a une demande, est-ce que vous êtes labellisé NR1, NR2, pourquoi? Et donc, le fait d'être bien reconnu de ce côté-là et pas juste dire, c'est super, on fait des trucs, ça permet de décrocher de la crédibilité là-dedans et d'éviter le greenwashing.
Super. Peut-être Et passer, oui, effectivement, sur les questions. Je vois qu'il est 11h50. On a quelques questions dans le chat. ouais, on a beaucoup parlé. On peut peut-être vous laisser la parole maintenant. Je, Euh, je fais le rattrapage de ouais, quelques questions, si tu me permets, et on se laissera peut-être 5 minutes de tenter peut-être le levage de main. D'ailleurs, je vais commencer à répondre à quelques questions, te passer la main si tu veux en répondre à certaines. Et si vous voulez poser d'autres questions oralement, on tentera peut-être de le faire oralement. Si vous voulez lever la main, on vous laissera la parole dans cinq ouais. minutes. Mais si je reprends quelques questions, bon, voilà, Séverine faisait la remarque un peu plus tôt des clients qui ont du mal à comprendre l'importance des enjeux sur ce sujet. Et je suis assez d'accord sur le fait que c'est un work in progress aujourd'hui. Plus les structures et les entreprises sont grosses et plus elles sont informées parce qu'elles ont de la régulation ou elles ont besoin de RSE, plus elles sont petites et plus quelque part c'est un peu de la communication un peu libre et presque d'ailleurs assez naturellement avoir besoin d'en faire la pub entre guillemets gratuitement. Après, les clients sont preneurs ou pas, mais c'est plus considéré comme un plus que comme un moins. Il y avait la question de à quel point le NR est corrélé à les CSRD. Il est corrélé sur, par exemple, la réduction de l'énergie, de la consommation d'énergie, sur la production de déchets, par exemple. Deux exemples de où est-ce que ça vient retirer, enfin, améliorer en tout cas le bilan. Je voyais la question du Bring Your Own Device, si ça réduit, enfin, si ça réduit un impact ou pas. Il réduit un impact puisque ça permet de prendre un prorata de l'utilisation des smartphones d'un côté ou de l'autre, ou alors de l'ordinateur d'ailleurs, si on se lance sur du Bring Your Own Device sur les équipements informatiques. Donc c'est un prorata, c'est effectivement pas la totalité. Je regarde, je vois que Victoria posait la question. Même si l'impact des mails est minime, quels sont des exemples pour réduire l'empreinte des mails? Alors, on pourrait faire des grandes réponses à ça avec des grands plans, mais si on essaye de faire des réponses hyper concrètes, qui était un peu le thème aujourd'hui, deux réponses hyper concrètes, on peut mettre des quotas. C'est magique, hein, où, quand les utilisateurs voient qu'ils ont une limite, eh ben, ils font ce tri-là. Alors c'est un peu pénible. Il y a une autre version qui est un peu plus moderne de ça, qu'on utilise nous beaucoup avec Office 365 par exemple, mais qui est de faire de la conformité, c'est-à-dire qu'on se dit qu'un mail, quand il a plus de 5 ans, il passe en zone de conformité d'archivage automatiquement. Et puis, au bout d'une certaine période, il est recyclé, enfin, il est vidé, quoi, il est supprimé. Et donc, ce fait d'avoir cette phase automatique, ça permet à la fois d'avoir le côté contrainte technique et à la fois facilité pour les utilisateurs. Je voyais, Joséphine, si tu veux prendre la parole là-dessus, mais qu'il y avait une question sur le coût de la labellisation NR. Ah, alors moi j'ai vu une question de Nathalie Lange sur le stockage cloud versus serveur interne physique. Quelle mesure, Mhm. quel outil de mesure? Alors ça, je ne sais pas forcément répondre. Ouais, je pourrais Euh, répondre si tu veux, mais si tu veux ah répondre oui, sur le coût de la label, labellisation, ouais, ouais. j'avais pas vu en effet. Alors oui, en effet, ça dépend de la taille, ça dépend du chiffre d'affaires aussi. Il y a plusieurs coûts à prendre en compte. Ça dépend aussi entre les deux niveaux de label. Les méthodologies sont pas exactement les mêmes, donc ça peut varier. Il y a plusieurs coûts à prendre en compte, les coûts de formation éventuels. Les coûts d'audit, c'est les coûts de redevance annuelle. La redevance, c'est calculé en fonction du chiffre d'affaires. Ça inclut notamment l'usage de la licence de marque et l'accès à la communauté Lucie. Et puis après, il y a les coûts d'audit. C'est des coûts fixes sur le niveau 1. Sur le niveau 2, ça va varier de la taille de votre structure, du fait. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je crois qu'on t'a perdu, Joséphine. Je vais vérifier que moi j'ai toujours un accès à Internet, mais il me Oui, semble on que a c'est... perdu Non, c'est Joséphine. pareil, ouais. Ah, merci. Pourquoi j'ai plus. Ah, vous m'entendez? Ah, on a une petite coupure, le petit monologue Ouais, blanc, petit Joséphine, problème mais de vas-y. Wi-Fi. Désolée, décidément. Oui, mais si vous voulez plus de détails sur le coût, le mieux, c'est peut-être qu'on prévoit un point individuellement. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit mail. On pourra échanger plus en détail. Parce que voilà, c'est vrai que ça dépend de pas mal de critères, du coup. Hmm. Et sur la métrique, qui est de dire stockage local, stockage cloud, alors j'avance un peu avec des pincettes, mais
globalement, le fait de faire le move to cloud, c'est généralement, j'utilise un peu des adjectifs en prenant des précautions, mais c'est généralement un bénéfice. C'est un bénéfice parce que les data centers sont très optimisés, la mise en mutualisation, donc dans 80% des cas, le fait de passer sur des ressources cloud, c'est un bénéfice, y compris parce que du coup, comme on paye l'usage, assez mécaniquement, les gens ont tendance à finalement alléger leur système d'information quand ils font cette, cette opération. Quand est-ce que le stockage local est bénéfique? Il est bénéfique lorsqu'il est éteint, systématiquement lorsqu'il est éteint. Et ça, c'est assez difficile dans les solutions informatiques modernes, c'est-à-dire que comme on souhaite que les stockages soient toujours plus ou moins accessibles, même les stockages froids, c'est-à-dire les données d'archives, plus personne veut aller chercher le disque dur physiquement quelque part, le reconnecter, le rallumer, ou les bandes. Donc ça, effectivement, en termes environnemental, c'est bien meilleur que d'avoir un stockage cloud froid, etc. Mais il se trouve que globalement, plus personne veut mettre en place ce genre de solution. Donc l'arbitrage, il est plutôt aujourd'hui entre se dire, est-ce qu'on fait du on-premise ou est-ce qu'on fait du cloud? Et dans 80% des cas, le cloud, quand il est en France, parce que énergie soit renouvelable, soit considérée comme étant verte, eh bien, il est très généralement bénéfique à celui de faire du on-premise chez soi. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez prendre la parole oralement s'il y a des questions qu'on n'a pas adressées, Joséphine ou moi? Ouais, n'hésitez pas. Je pense que vous avez la main sur les micros. Ou si jamais vous l'avez pas, vous pouvez lever la main pour qu'on vous l'active, mais je pense que vous pouvez désactiver vous-même. De toute façon, encore une fois, on va pouvoir, enfin normalement, on a vos adresses mail, c'était dans le formulaire d'inscription, donc on va pouvoir vous retransmettre le support de présentation. Et si jamais vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez répondre directement au mail. Ensuite, on transmettra aux personnes concernées. J'ai l'impression qu'il y a... Ah si, dernière question. Non. Merci Victoria. Merci à vous pour votre participation et votre présence encore une fois. Bon, petite question, je vois de Séverine, j'en profite pour l'attraper, ça nous laisse Ouais. les 2 minutes de fin. Merci à tous pour ceux qui doivent raccrocher pour le midi pile. Sur la question de dire est-ce qu'il faut remettre en œuvre des pratiques qui sont plus sensées, vous évoquiez l'archivage, le stockage à froid, on pourrait dire le fait de ne pas prendre de l'IA par exemple. Enfin, il y a toute une liste de sujets. On milite beaucoup de notre côté pour le fait d'avoir qu'un seul écran, c'est-à-dire l'écran de l'ordinateur portable et puis être confortable sur le fait d'avoir un grand écran, mais pas avoir deux grands écrans par exemple. Donc c'est des choses qu'on va considérer comme étant du domaine de la pratique et de la sensibilisation parce qu'il faut arriver à emmener les gens là-dedans. Nous, on a tendance à faire, notre opinion, hein, notre position là-dessus, c'est de dire faisons les quick wins avant, c'est-à-dire est-ce que c'est un move to cloud, est-ce que c'est le fait de le passer sur du reconditionné, faisons des choses qui sont déjà, où on peut gagner vite, sur lesquelles ça freine pas ou ça entraîne pas de friction de la part des utilisateurs. Et ensuite, on attaque les choses un peu plus sérieuses quand, je sais pas, on a fait une fresque du numérique parce qu'on a pu emmener les gens dans une démarche et on leur impose pas quelque chose à froid. Et donc, mon opinion là-dedans, c'est de dire euh, faisons les choses faciles et accessibles qui provoquent pas de rejet avant d'attaquer les sujets qui sont plus durs parce qu'ils demandent, eux, peut-être un peu de préparation. Ouais, et pour rebondir là-dessus aussi, c'est intéressant, David, ce que vous mettez dans l'écran. Enfin, nous, c'est des choses aussi auxquelles on est confronté en interne à l'agence Lucie directement. Euh, Parce que, en fait, on a voulu au début, enfin, justement, mettre en place l'initiative Bring Your Own Device, donc pas proposer de téléphone portable professionnel systématiquement, mais on avait quand même été confronté à certains cas de personnes qui, pour des raisons qualité de vie au travail, euh, souhaitaient avoir la possibilité en fait d'avoir un smartphone
enfin, uniquement pour l'inspiration professionnelle, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, typiquement dans les réflexions que Isia peut avoir sur le sujet, en faisant le parallèle avec une démarche RSE, parce que voilà, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver, je pense, entre les deux, sur enfin voilà, avoir quelque chose, un bureau qui soit quand même ergonomique, où on n'est pas non plus inconfortable, mais qui soit le plus sobre et le plus efficace possible. Et je pense que voilà, quand on parle de démarche responsable, que ce soit numérique ou plus globale, bah, enfin, c'est des questions qui sont à répondre de façon équilibrée. Et je pense que ce qui est la meilleure manière de répondre, c'est aussi d'être à l'écoute de ses collaborateurs et de ses équipes et Mm. de réfléchir ensemble, encore une fois, à ce qui est possible de mettre en place. C'est pour ça que le fait d'être sur une démarche globale qui implique tout le monde, Mm. c'est aussi ce qui est le plus important, je pense. Ouais, j'illustre un tout petit peu ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment central. Et je pense qu'on a ce sujet dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille ou qu'on accompagne nous également. C'est le côté, à un moment ou à un autre, il faut être en relation avec la direction et la gouvernance de l'entreprise. Pourquoi? Parce que typiquement, ce genre de sujet, alors tant qu'il y a quelque part pas d'arbitrage à faire, parce que pas de friction ou pas de coût, entre guillemets, c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas tellement de problème. Dès qu'on veut aller plus loin, le fait de travailler avec une direction, ça permet d'arbitrer, y compris en fonction du climat social, en fonction des valeurs de Mm. l'entreprise et pas être trop dogmatique là-dedans. C'est-à-dire que le sujet de un seul écran, c'est quelque chose qui est peut-être entendable pour telle boîte parce que les gens sont souvent nomades, ils ont tous des ordinateurs portables et donc bah voilà, nous on estime que vu le confort aujourd'hui, notre position en tant qu'entreprise, c'est un seul écran, c'est possible. Et il y a d'autres cas où je sais pas, les collaborateurs, ce sera tous des développeurs et ils auront d'autres contextes professionnels et donc le confort, ça sera à positionner à un autre endroit. Mm. Et le fait de se positionner vraiment comme une gouvernance d'entreprise responsable, dans ces cas-là, et de travailler avec la gouvernance d'entreprise, ça permet d'avoir des réponses qui sont des entreprises, enfin, des réponses d'entreprise et pas juste l'équipe, la DSI, la RSE qui a imposé tel truc. Ouais, complètement. Et c'est pour ça aussi, enfin, c'est aussi la vision de la méthodologie du label. C'est qu'on ne va pas essayer en fait de copier-coller une démarche qui a peut-être fonctionné pour telle organisation à une autre structure. Donc ces trois critères, documentation et résultat, bah, en fait, ils ne ressembleront pas à la même chose d'une entreprise à une autre, d'une structure à une autre. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les priorités pour vous, pour votre organisation, du fait de votre secteur d'activité, du fait de votre fonctionnement et comment travailler ensuite pour essayer voilà, de progresser encore une fois, mais étape par étape et en fonction de ses propres enjeux, quoi. Il est 12h03. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Sauf si ouais, oui, on va dire que c'est fini les Oui, questions pour pas trop c'est ça. dépasser. Merci encore à tous pour votre participation. Merci Simon pour l'animation, la co-animation de ce webinaire. Mais écoute, Et puis, c'était un plaisir. Effectivement, merci à tous. On vous envoie un peu tout ça. Et puis, si vous avez besoin d'élaborer davantage, contactez Joséphine ou moi, voire même les deux, si nécessaire, pour ça. Un plaisir de vous avoir accueilli aujourd'hui. Bon repas à tous. ouais, bon appétit, bonne journée et puis à bientôt peut-être.